Alors, je vais dire quelques mots quand même sur cette table ronde, parce que je vais l'animer, mais ce n'était pas du tout ce qui était prévu. Puisque la personne qui a animé le groupe de travail sur la dernière année est Élise Maillet, qui est une personne de Capgemini avec qui je travaille depuis 2 ans sur le sujet du handicap. Et à cause de la grève des contrôleurs aériens, elle n'a pas pu être là. Donc, je vais improviser un peu. Je suis désolée d'avance si ce n'est pas parfait, Élise. Et je vais du coup présenter Élise dans l'introduction, puisqu'elle avait prévu de faire une introduction de cette table ronde. Donc moi, au lieu de faire cette introduction, je vais vous expliquer un peu ce qu'elle a fait dans le domaine. Alors, on va parler... Oui, le micro. Donc, on va parler des personnes neuroatypiques. Et donc, première chose, c'est de définir ce que c'est qu'une personne neuroatypique, puisque finalement, moi-même, quand on a parlé de neuroatypie, je me suis demandé ce que ça recouvrait. En fait, c'est très très large, puisque, en gros, ce sont des profils qui présentent des spécificités du développement neurologique, qui peuvent se traduire par des troubles 10. Alors, 10... J'imagine que vous voyez ce que ça veut dire, sachant que le plus courant, c'est dyslexique, mais il y a beaucoup de 10 dans le monde. Ça peut être aussi des personnes qui ont des troubles du spectre autistique ou encore des profils dits HPI. Ah oui, j'ai oublié de changer. Donc en fait, ces aptitudes cognitives particulières, elles ne sont pas souvent bien appréhendées, parfois d'ailleurs par les personnes elles-mêmes, mais dans l'environnement professionnel le plus souvent. Donc le secteur de l'informatique, il a beaucoup d'avantages, c'est de pouvoir s'adapter à ces profils, notamment grâce au télétravail, qui donne quelques ingrédients pour faciliter le travail de ces personnes, mais pas que. La question qu'on s'est posée, l'année dernière, on se l'était posée sur les personnes autistes, donc on a élargi le débat parce que finalement, c'est très ciblé. Mais il faut savoir que ces personnes, notamment autistes, sont très peu dans l'emploi, puisque entre 70 et 90% n'ont pas accès à l'emploi. Ce qui est quand même très dommage, parce que souvent, ils ont des facultés cognitives qui sont absolument exceptionnelles, même si dans les interactions sociales, ce n'est pas toujours simple pour eux. Donc là, l'idée, c'est de construire un guide pratique. C'est au passé, puisque la première édition est parue, pour donner quelques éléments de clés, à la fois sur les sujets de formation et d'intégration de ces personnes neuroatypiques. Donc les personnes qui sont autour de la table ronde ont contribué à ce guide, et c'est elles qui vont parler de ce guide. Donc, juste pour dire 2 mots d'Élise Maillet, elle a travaillé pendant 2 ans avec moi sur des sujets d'intégration du handicap au sein de Capgemini, avec des projets qui étaient assez disruptifs, qui n'ont pas tous abouti pour des raisons de relations sociales, nos partenaires sociaux n'étant pas toujours très moteurs sur des ruptures, on va dire, dans les façons de fonctionner. Mais en tous les cas, et elle et moi, nous sommes beaucoup investis sur ces sujets. Voilà, et donc je tenais vraiment à lui rendre hommage parce que ça n'a pas été très très facile de sortir ce guide. Donc, autour de moi, j'ai Jérôme Bastin, qui appartient à Rennes Métropole, Valérie Benjamin, qui appartient à Neverac, et Fabrice Janvier, qui est responsable de la mission handicap de Capgemini. Donc, on va commencer par le volet formation avec Valérie. Et en fait, ma première question, c'est est-ce que les formations aujourd'hui à Cyber sont accessibles aux neuroatypiques? Eh bien oui, en fait, le micro fonctionne ? Je colle à mon menton. Donc en fait, dans le guide pratique qu'on a élaboré tous ensemble, justement, c'est ce qu'on a voulu apporter comme réponse. C'est le fait que les formations, finalement, peuvent être accessibles dans la mesure où, en fait, elles recouvrent une grande variété de modalités. Et ça, finalement, cette variété de modalités dans les formations, c'est ce qui permet à tout à chacun, dans sa singularité, par rapport à ses propres besoins, d'accéder à un format ou un autre de formation. Dans le guide pratique, vous verrez, on a proposé un panorama qui permet d'identifier les formations courtes ou longues, en alternance, en continu ou à son rythme, comme par exemple les formations en e-learning. Justement, des formations qu'on va pouvoir suivre soit en présentiel, soit en distanciel, soit de manière mixte, soit à travers justement de l'e-learning, pour adapter
le rythme de la formation à son besoin. Donc en fait, les formations sont accessibles pour peu que la personne, dans son profil neuroatypique, ait bien conscience de ce qui elle est, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes, et qu'elle puisse se mettre vraiment au cœur du projet, tout comme elle le fait face aux différents métiers qui sont offerts hein, par le monde de la cybersécurité. On a le référentiel métier de l'ANSSI, comme vous le disiez tout à l'heure, Hélène, qui offre une grande variété de métiers. Il faut que le profil, enfin l'apprenant, le futur apprenant, le futur candidat se place au cœur de son projet et exprime ses besoins d'adaptation pour les partager avec les organismes de formation et se mettre dans une situation de succès finalement, en ne s'imposant pas un moule dans lequel il ne peut pas rentrer. Et donc justement, est-ce que les établissements de formation ont vraiment les moyens finalement de former ces profils neuroatypiques? Oui, alors là c'est pareil, on a une grande chance en France, c'est qu'on a un nouveau référentiel qui s'applique depuis quelques années aux organismes de formation, aux établissements de formation au sens large, c'est le référentiel Calliope. C'est un référentiel qualité hein, pour les activités de formation, mais sa vertu principale, de mon point de vue, sa vertu principale, au-delà d'encadrer hein, ces métiers, c'est d'avoir fait la part belle finalement à l'inclusion et au handicap, de manière générale. Donc les organismes de formation qui se sont conformés au référentiel Calliope se doivent d'apporter des réponses aux besoins des apprenants en situation de handicap ou des apprenants plus largement neurodivers ou neurodivergents. Donc la plupart du temps, ces organismes de formation se sont dotés de missions handicap ou en tout cas font appel à des ressources en interne ou en externe qui savent adresser le handicap, la diversité, le sujet de l'inclusion au sens large. Ce sont d'ailleurs souvent les points d'entrée dans les organismes pour que les apprenants puissent exprimer leurs besoins et qui seront entendus et qui permettront de générer une boucle d'amélioration continue et de renforcer l'inclusion au fil de l'eau. Maintenant, je suis un profil neuroatypique. Quels conseils vous allez me donner pour accéder à ces formations et finalement comment m'adresser aux organismes de formation? Alors, la première chose, c'est vraiment de comprendre quel est son projet, quel est son besoin, se mettre au centre du projet, ne pas hésiter à exprimer sa neurodiversité parce que justement, on a face à nous des organismes de formation qui savent adresser cette diversité. Il faut donc contacter très en amont, parce que la vraie clé, c'est l'anticipation, hein, contacter très en amont le référent diversité, inclusion, handicap, quel que soit son nom. Souvent d'ailleurs, ce sont des informations qu'on trouve directement sur les pages web hein, de ces organismes de formation ou de ces écoles, de ces établissements. C'est plutôt bon signe d'ailleurs quand c'est quelque chose qui est affiché. Ça nous fait un point d'entrée et ensuite il y a tout un travail de partage, de co-construction avec les référents en interne pour expliquer quels sont les besoins d'adaptation. C'est un spectre qui est très large, hein. Ça peut aller de la sensibilisation du collectif, de la sensibilisation du formateur à la prise en compte de nos besoins neurodivers. Ça peut aller jusqu'à la transmission des supports, un déroulé pédagogique qu'on va adapter, des temps de pause supplémentaires. Tout est possible pour peu qu'on l'anticipe et qu'on y travaille de concert entre l'établissement et le futur apprenant. Merci beaucoup Valérie. Du coup Fabrice, à ton tour de nous dire en tant que responsable de la mission handicap, finalement, comment promouvoir les profils neuroatypiques au sein de l'entreprise? Alors, en fait, de notre point de vue, les profils neuroatypiques, ils apportent de la valeur, en fait, à une entreprise, toute entreprise. Et cette valeur, elle est en fait la même que n'importe quel salarié, puisque ce sont avant tout des salariés hein, de l'entreprise, mais en sachant s'adapter, parce qu'ils ont des points forts, ils ont des difficultés. Et il faut pouvoir adapter les objectifs que l'on fixe et la valeur qu'on attend d'eux en fonction de leur singularité. Et pour ça, si je me mets à la place du manager, on sait que dans les profils neuroatypiques, on va avoir des personnes qui ont des facilités sur le traitement de données, sur la résolution de problèmes complexes et sur la créativité aussi. Et c'est ces éléments qu'il faut mettre en avant dans une entreprise pour justement tirer le maximum des personnes et pour que ces personnes s'épanouissent aussi sur nos métiers, sur les métiers de la cyber, en général au sein des ESN notamment, et puis même dans toute entreprise. C'est réussir à les faire travailler sur des choses qui les intéressent, qui les passionnent. Ça va augmenter aussi la rétention pour les entreprises. Alors si je me place maintenant aussi de point de vue mission handicap, ce qui est à mettre en valeur avec les profils neuroatypiques, c'est que ça induit un changement de culture au global. Parce que les profils neuroatypiques, pour bien fonctionner avec eux, pour qu'ils soient
pour qu'ils déploient le maximum de leurs capacités, il faut s'adapter. Donc il faut connaître leurs spécificités, il faut aller les chercher, il faut les écouter, il faut être attentif à ce dont ils ont besoin. Et cette attention qu'il faut porter à ces profils, on peut aussi la porter à l'ensemble des salariés. Parce qu'il faut savoir que les profils neuroatypiques ne se déclarent pas tous en fait, en situation de handicap. On n'est pas forcément au courant qu'on a en face de nous une personne qui a des singularités, des spécificités de fonctionnement. Et il faut pouvoir aller chercher l'info, être attentif à cette info. Et ça veut dire que les managers, les RH, n'importe quel salarié va devoir justement s'intéresser à son collègue et comprendre comment il fonctionne. Et ça va changer en fait la culture d'entreprise, la culture de la société aussi, la rendre un peu moins, on va dire, individualiste comme elle est actuellement. Mais voilà, c'est ce qu'il faut mettre en avant dans le fait d'accueillir des profils neuroatypiques au sein d'une entreprise. Et puis, pour finir, dans le guide, on a mis pas mal d'éléments justement qui permettent de bien réaliser cet accueil de profils neuroatypiques. Et c'est ce qui est intéressant dans ce guide, c'est qu'il est très pratique, il touche directement au concret et on peut rapidement mettre en place des choses pour que l'accueil des profils neuroatypiques se passe dans les meilleures conditions. Voilà. Merci Fabrice. Donc on a parlé de formation, de la valeur ajoutée des neuroatypiques dans l'entreprise. Mais alors Jérôme, pourquoi la collectivité Rennes Métropole s'est impliquée dans l'élaboration de ce guide ? La collectivité Rennes Métropole, c'est tout de suite, au-delà du fait d'être membre du pôle d'excellence cyber, associé et impliqué dans l'élaboration du guide. D'abord parce que, et la présidente l'a dit à l'introduction, et c'est de notoriété publique, le territoire de Rennes et Rennes Métropole est un territoire qui a la prétention d'être un territoire d'excellence de la cyber, et qu'on a conscience du défi de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences dans ce domaine. Alors, on va peut-être rentrer un peu dans une période de crise, mais on a l'habitude de dire que la première ressource pour les entreprises, c'est devenu la ressource humaine, et que c'est la ressource la plus rare et la ressource la plus rare. Et que derrière les enjeux de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, il y a le sujet du recrutement, du mode de recrutement et de sortir d'habitudes dans lequel l'entreprise qualifie son besoin et après dit « moi mon besoin c'est celui-là et donc je veux la personne qui corresponde exactement à mon besoin ». Dans la démarche qui est faite sur le guide pour la neuroatypie, c'est de dire non, il faut une rencontre entre l'entreprise et un salarié, et tout type de salarié. Et ne commençons pas par exclure, et vous avez rappelé le taux faible d'accès à l'emploi des personnes neuroatypiques et des personnes en situation de handicap d'ailleurs globalement. Le deuxième élément, c'est que la collectivité, elle porte des valeurs... alors j'allais dire d'inclusion, la présidente ce matin a parlé d'inclusivité, et derrière la sémantique inclusion-inclusivité, c'est un peu ce que vous évoquiez, c'est une chose d'adopter des chartes, de faire part de ses valeurs, c'est une autre chose de passer à l'action et de développer des actions précises pour y arriver. Et vous avez souligné l'humilité, qui est de dire on travaille sur... l'augmentation du personnel féminin dans le domaine de la cyber, les personnes en situation de handicap, c'est des exemples. Vont dire que si on ne fait rien, si on ne développe pas des actions, alors avec un droit à l'erreur, hein, et vous l'avez dit en parlant de ce que vous pouvez faire avec Capgemini, les choses avanceront pas particulièrement. On est tous d'accord pour signer les valeurs. Quand il s'agit et Fabrice l'a dit, de passer à la réalité en entreprise, ça peut être différent. Et l'inclusivité, c'est pas gommer la différence, c'est la reconnaître. Et une société inclusive, c'est une société où dès le début, c'est le sujet de la scolarité, c'est le sujet de l'entreprise. Vous êtes au contact avec des personnes en situation de handicap, et quand vous apprenez dans le monde professionnel, vous le traduisez aussi dans la vie de tous les jours.
Et ensuite parce que cette initiative, elle est venue des professionnels eux-mêmes. C'est vous qui vous l'avez initiée, qui l'avez initiée. Donc on n'est pas dans l'incantation et en disant il n'y a qu'à Faucon. Non, c'est comment des professionnels se posent ces questions-là et reconnaissent. Et je pense que c'était le début de la démarche, que nous devons apprendre à le faire. Voilà, et du coup, Jérôme, pour ces profils, c'est quoi les points d'attention, à votre avis, qu'il faut avoir justement de façon très, très pragmatique pour réussir? Et évidemment, on a le droit à l'échec parce que c'est pas si simple. Alors, Fabrice et Valérie l'ont dit, alors, quand on a élaboré le guide, d'abord au début d'ailleurs, le groupe de travail, il s'appelait groupe de travail Asperger, et puis après on l'a généralisé à la neuroatypie. Mais on l'a élaboré en ayant en tête plutôt ces profils-là, sachant que, et Fabrice l'a dit, finalement, ce qu'on développe pour l'intégration et pour la collaboration avec des personnes en situation de handicap sur ces profils plutôt avec des troubles du spectre autistique, en fait, c'est des choses qu'on peut transposer à l'ensemble de la relation entre un employeur et un salarié. On était samedi matin avec l'ensemble des élus municipaux et on a fait intervenir quelqu'un qui intervient en sciences comportementales. Voilà, le développement des sciences comportementales. Et il nous disait que l'objectif de l'État, c'est de former 2 600 000 fonctionnaires aux sciences comportementales. Et c'est quelque chose qui commence à se développer. Ça se développe pour la conduite de politique publique, ça se développe sur l'interaction, et c'est la base des prises en charge comportementales, c'est la base de l'interaction avec une personne neuroatypique. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce qu'il faut reconnaître que ces handicaps sont contre-intuitifs. Et c'est la prétention et c'est l'objet du guide, c'est de donner quelques clés, quelques repères qui permettent de ne pas démarrer sur une voie qui n'est pas la bonne. J'ai tendance à dire, quand vous voyez une personne en fauteuil roulant, vous comprenez à peu près, alors à peu près, légèrement, mais suffisamment pour rentrer dans une interaction avec lui, le type de difficulté qu'il peut avoir. Un neuroatypique, quand vous le voyez, vous n'imaginez pas ce que c'est. Et il faut reconnaître cette humilité d'apprendre, alors avec quelques clés, ce que c'est. D'abord, c'est faire face aux environnements, être prévisible. La neuroatypie ne comprend pas l'implicite. Voilà, et nous, on est habitués à l'implicite. Enfin, depuis le plus jeune âge, on est habitué à l'implicite. Sensibiliser les collaborateurs. Alors sans, et Fabrice l'a souligné, rien n'oblige une personne à déclarer son handicap. Rien, il n'est pas obligé de le dire à son employeur. Il n'est pas. Certains disent que l'augmentation de la prévalence des personnes neuroatypiques est plutôt liée au diagnostic qu'à l'augmentation de la prévalence, parce qu'en fait, on les identifie plus. Mais globalement, des neuroatypiques, vous en avez déjà rencontré, peut-être en ne le sachant pas exactement. Voilà. Mais sensibiliser les collaborateurs sur ce que c'est que la neuroatypie. Ne jamais penser, c'est vrai pour toutes les intégrations des personnes en situation de handicap, ne jamais penser qu'un neuroatypique pourra ne plus l'être. Voilà. Je reprends l'image, quand vous avez une personne qui est en fauteuil roulant, vous vous dites pas quand j'aurai travaillé beaucoup sur l'intégration et sur l'intégration de cette personne dans mon collectif de travail, elle saura marcher. Non, vous prendrez toujours en compte sa différence. C'est la même chose pour la neuroatypie. Et quand je dis vous prendrez toujours en compte cette différence, c'est que quand vous avez des aménagements de locaux, quand vous changez de locaux, quand vous changez d'environnement, quand vous changez de manager, une personne qui est en mobilité réduite, vous y pensez. Vous vous dites, oui, c'est sûr, on va déménager, voilà, il faut qu'on pense à cette personne-là. Une personne neuroatypique, vous vous dites, déménager, oui, il déménage, il change d'espace de travail. Non. Et on a
insisté dans le guide sur le fait qu'il y a toute la partie formation, il y a l'intégration dans un collectif de travail, mais il y a le maintien dans un collectif de travail. Et le faible taux d'emploi des personnes en situation de handicap, ce n'est pas tellement l'accès au premier emploi, c'est le maintien de son emploi. Et puis, Élise avait dit en préparant la table ronde, attention au timing. Donc vous direz, Hélène, que j'ai été particulièrement discipliné, désolé. Et puis, terminer, et ce que glissait Fabrice, c'est que c'est finalement les personnes neuroatypiques sont des personnes qui en fait vous apprennent beaucoup sur vous-même. Voilà, et enrichissent en fait les collectifs de travail parce qu'ils permettent en fait d'expliciter ou de verbaliser des situations qui peuvent être implicites que certains collaborateurs sur lesquels certains collaborateurs peuvent être perturbés, mais on n'y fait pas particulièrement attention. Donc en fait, ça nous apprend sur nous-mêmes et sur nos collectifs de travail. Pas de problème, on a encore un peu de temps. Et donc du coup, j'ai une dernière question pour chacun d'entre vous. Peut-être sur un conseil sur la manière d'utiliser le guide et puis un conseil plus général. On commence peut-être par Valérie. Volontiers. Donc effectivement, le guide donne pas mal de conseils et qui sont à l'endroit des profils neuroatypiques d'une part, mais aussi des organismes de formation et des entreprises d'autre part. Et si on devait retenir deux choses, déjà pour les profils neuroatypiques, considérer que ça peut être vraiment un super pouvoir, hein. On l'a dit, hein, c'est source d'innovation, d'enrichissement du collectif. Cette diversité, c'est le sens de l'histoire, hein. Donc du coup, on n'est plus à une époque où il fallait voir qu'une seule tête dans les classes. On doit affirmer sa singularité dans sa démarche de formation et de professionnalisation et dans son expérience professionnelle. Et pour les organismes de formation, c'est vraiment le voir comme une opportunité. C'est en aucun cas une contrainte. Évidemment, il ne faut pas qu'on idéalise, hein, ça demande du travail, je l'ai dit tout à l'heure, ça demande de l'anticipation. Ça veut bien dire qu'en fait, il faut se mettre en ordre de marche pour que l'intégration des profils neuroatypiques soit un succès. Mais ce travail, il va être profitable à tous, il va être profitable au collectif, aux autres apprenants, mais aussi à l'ingénierie pédagogique qui va peut-être repenser ses méthodes. Et donc, c'est vraiment source d'innovation pour tout le monde. Donc, moi, je trouve que c'est très encourageant qu'on y travaille et qu'on y réfléchisse. Fabrice ? Alors moi de mon côté, j'ai participé effectivement comme tous ici à la construction du guide et donc Capgemini c'est une entreprise avec environ 40 000 salariés en France. Donc nous avons intégré des pratiques dans ce guide qui sont applicables à des entreprises de toute taille. Donc nous avons déjà des choses que nous appliquons. Mais nous avons travaillé également avec une entreprise adaptée, notre collègue, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, et qui a aussi des pratiques bien spécifiques que nous pouvons aussi à notre niveau essayer dans notre organisation. Donc si je prends les pratiques que nous utilisons déjà, Jérôme le disait, sensibiliser le collectif de travail. Quand on a un profil neuroatypique qui a des spécificités et qui est OK pour les partager, on fait la sensibilisation. On adapte aussi les objectifs des profils neuroatypiques afin que ceux-ci puissent ne pas être en difficulté sur les projets et puis être au maximum de leur capacité et s'épanouir, comme je le disais avant. Mais au contact de l'entreprise adaptée qui nous a aidés dans la rédaction du guide, qui est Avencode, je la cite quand même, nous avons des pratiques sur, par exemple, la gestion des événements personnels, événements pro qui arrivent dans la vie d'un salarié qu'il faut savoir gérer de façon fine. La gestion des montées de stress également. Voilà. Ce sont des éléments que vous allez retrouver dans le guide et qui sont très, très intéressantes. Je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle. Je pense que même vous, faudrait que vous regardiez le guide parce que vous verrez un peu ce qui est possible en termes d'aménagement, en termes d'adaptation dans les entreprises et pourquoi il faut faire la démarche le plus tôt possible pour avoir cette reconnaissance et pouvoir être intégré dans les meilleures conditions dans les entreprises. Voilà. Et Jérôme ? D'abord, juste pour prolonger ce que disait Fabrice, c'est qu'en effet, on l'espère à peu près, on est sorti de la période de la stigmatisation du handicap. Et c'est plutôt de la reconnaissance du handicap et même de la reconnaissance des valeurs et de ce qu'apportent les personnes en situation de handicap dans les entreprises. Sur l'utilisation du guide, d'abord, je pense qu'on partage tous l'humilité du travail réalisé
qui permet de donner quelques clés. Hein. Il fait 50 pages ou peut-être même un peu moins. On n'a pas la prétention de donner l'ensemble des outils, l'ensemble. Par contre, les clés, te dire, ça donne un point d'entrée vers des ressources, et puis même, j'allais dire que l'existence même du guide fait que il traduit le fait qu'il y a une ambition d'arriver à ces objectifs-là. Déjà, en parler et que le pôle d'excellence cyber élabore un guide spécifique sur ces questions-là est déjà un message à part entière. C'est-à-dire que même la page de couverture est un message à part entière. Donc ensuite, ça va être le faire savoir. Faire témoigner, c'est ce que vous allez faire après dans l'autre table ronde, des expériences réussies, parce qu'il y a l'idée de oui, un guide c'est bien, mais en pratique, voilà, ça se passe comment? Toujours l'appréhension, hein, de dire, mais ça peut être un défi, c'est possible, ça se passe avec une attention soutenue et avec un environnement le plus précautionneux possible. Et puis après, c'est ce que vous avez dit, Hélène, sur... en fait, c'est sans doute un point de départ, un point de départ ou un jalon de plus dans l'évolution de la manière d'aborder les questions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur un territoire, quelle que soit la maille qu'on veut lui donner. Merci beaucoup, en tous les cas, pour... ce guide, ça a été un travail, je pense, qui a été enrichissant, et d'ailleurs, ça s'est senti dans vos interventions. Je crois que ce qui a été dit aussi, c'est une source de richesse et d'innovation. Et donc, effectivement, c'est un jalon, passage à l'action, et peut-être quelques questions dans le public, s'il y en a, parce qu'on a un tout petit peu de temps avant la prochaine table ronde. Est-ce qu'on peut éclairer un peu, parce qu'on voit... Ah non, mais nous, par contre, on a les flashs. On n'est pas habitué. Bonjour, question très simple parce que je suis arrivée en retard. Où est-ce qu'on trouve le guide? Alors, on ne l'a pas édité sous forme papier et je crois qu'on ne le fera pas en fait. Hein, oui. Parce que moi j'ai noté ce qui a été dit sur la sobriété aussi pour l'environnement du numérique. Alors on va le mettre sur le site du pôle d'excellence cyber. Il y est peut-être déjà, honnêtement, je ne sais pas. J'ai regardé, je n'ai pas trouvé, c'était pour ça que je posais la question. Bon, eh bien, il va y être sous peu, hein, parce que pour être très transparente, on l'a fini à l'arrache hier sur la mise en forme. Merci beaucoup. Bonjour, je me demandais comment, sur quel travail vous avez reposé justement l'élaboration de ce manuel. Est-ce que vous avez inclus aussi des personnes qui sont directement concernées par ces problématiques pour élaborer ce guide ? Alors, le handicap est invisible et pour le coup, il y a bien une personne dans le groupe qui est neuroatypique et qui a contribué au guide. Et pour le coup, il faut aussi savoir que dans nos différentes organisations, nous avons déjà des personnes neuroatypiques que nous accompagnons au quotidien et c'est sur ce retour d'expérience de la pratique terrain que nous avons construit ce guide. Voilà. Donc la réponse est oui. Pas d'autres questions. Je vous propose donc une petite pause avant la prochaine table ronde avec des témoignages qui est à 11h.